Anne-Charles Larcher, on va revenir sur ces informations. Évidemment, vous êtes sénatrice LR de la Seine-et-Marne. D'abord, on va regarder les unes de la presse régionale. On en a sélectionné 3 et on le disait, il y a beaucoup de unes ce matin, évidemment, sur ce qui s'est passé en Haute-Marne. On a choisi la une de La Voix du Nord, le choc. Une surveillante décédée lors d'un contrôle de sac au collège, poignardée, on l'a vu, par un élève de 14 ans. L'émotion est immense. La deuxième une, c'est celle de Var Matin sur ce qui s'est passé au Sénat. Coup de frein à la fast fashion. Les sénateurs qui ont adopté une proposition de loi pour réguler la mode jetable incarnée par le géant Chine, accusé de polluer. Qu'en pensent les consommateurs? C'est ce que se demande le journal. Et puis la dernière une, c'est celle de Corse Matin, puisqu'on va beaucoup parler d'eau ce matin. Eau, la quête du juste prix, débat tendu sur le prix de l'eau agricole à l'heure où les changements climatiques accélèrent la raréfaction de la ressource. Les exploitants agricoles dénoncent un tarif jugé trop élevé. De quelle une avez-vous envie de nous parler ? De celle qui aujourd'hui fait parler tout le monde, celle du choc de cette commune de Nogent qui est complètement sinistrée aujourd'hui, sous le choc, en deuil et dans l'effroi total. Comment avez-vous réagi hier en apprenant cette information, le décès de cette surveillante poignardée par un élève, on le rappelle, de 14 ans? C'est la stupeur, c'est vraiment l'horreur absolue, c'est aussi le signe, la manifestation que c'est une faillite politique totale, politique pas du tout au sens droite-gauche, mais c'est pas ce que je veux dire là, c'est au sens un échec collectif. Oui, c'est au sens gestion de la société qui est là normalement pour protéger, qui est là pour assurer une cohésion et un équilibre social, qui est là pour assurer une sécurité tant intérieure qu'extérieure. C'est la confrontation avec l'horreur que vivent cette famille. Comment pouvons-nous ne pas être concernés lorsque l'on voit ça? Des familles qui sont totalement meurtries, celle bien sûr de cette surveillante et celle aussi de ce gamin meurtrier. Aujourd'hui, ce sont nos enfants, nos petits-enfants, ce sont nous qui sommes confrontés à ça tous les jours et qui pourraient potentiellement être confrontés à ça. Se dire qu'on envoie son enfant au collège ou à l'école aujourd'hui, ou qu'on va travailler en tant qu'enseignant, personnel, éducatif, avec la peur au ventre, c'est absolument inadmissible et inconcevable. L'école, elle est là pour protéger, ça doit véritablement être un cocon protecteur. Comment on en est arrivé là, selon vous? Hier, Bruno Retailleau parlait d'une société du laxisme. C'est ça, c'est le résultat d'une société du laxisme, selon vous, ou c'est autre chose? Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a d'abord une détresse qui s'exprime de la part de ces jeunes qui sont malheureusement biberonnés aujourd'hui au réseau, à Internet, et qui voient une violence qui est virtuelle, en fait. Et eux passent à l'acte, et donc ils passent clairement du virtuel au réel, sans se rendre compte des conséquences, j'imagine. Il y a évidemment plusieurs choses quand on parle de laxisme. À partir du moment où il y a eu les premiers agissements qui étaient répréhensibles, il fallait effectivement réagir tout de suite. Aujourd'hui, il n'est plus question de justice des mineurs ou de justice des majeurs. C'est la même justice pour tout le monde. Il faut réagir dès l'école. C'est ce que dit notamment Gabriel Attal, ancien Premier ministre, ancien ministre de l'Éducation nationale. Dès l'école. Il faut un barème de sanctions nationales plus sévère dès l'école. Ah, mais bien entendu, lorsque nous sommes sur les territoires, nous nous rendons compte que la violence, mais même l'extrême violence, existe déjà en maternelle. Donc si à partir de ce moment-là, on applique des sanctions immédiates, bien sûr, et après ça, graduées en fonction de la dangerosité, avec des peines qui seront appliquées plus tard pour ces adolescents, de véritables peines de prison, mais dans des prisons qui les protégeront beaucoup plus qu'elles ne les exposeront à un moment. Je pense que ça aussi, c'est absolument évident. Et puis, il faut aussi se rendre compte, quand on est dans nos territoires comme nous le sommes tous, le désert médical, c'est aussi un désert médical scolaire. Et tous ces personnels soignants pourraient être là pour être des lanceurs d'alerte. Il y a, je vous dis, à mon sens, chez ces jeunes, une détresse que l'on ne mesure pas. Je pense que le Covid aussi et les périodes de confinement en sont largement responsables. Mais aujourd'hui, il faut qu'on ait des lanceurs d'alerte et qu'on puisse juguler cette violence qui est absolument démesurée, qui est folle et qui s'est emparée malheureusement de notre jeunesse et de notre pays. Et l'exécutif qui a apporté hier de premières réponses, Emmanuel Macron, François Bayrou qui veut notamment interdire la vente d'armes blanches aux mineurs.
C'est une bonne solution? Je me dis que c'est, une fois de plus, je veux dire, c'est parler. Ça veut dire quoi, interdire la vente? De toute façon, on sait très très bien que des couteaux, il y en a partout, on peut tuer avec n'importe quoi. Aujourd'hui, les portiques, c'est très bien, si vous voulez, tout ça, c'est dissuasif, on est d'accord. On va l'écouter justement, pardon. Il faut renforcer. On va l'écouter sur la question des portiques, puisqu'il s'est également exprimé là-dessus hier. Je suis favorable à ce que, en tout cas dans les établissements dans lesquels il y a du désordre, on expérimente les portiques comme ceux qu'on a dans les aéroports. Mais vous voyez l'inconvénient que ça ralentit l'entrée des élèves au moment de l'entrée dans l'établissement. Mais ça peut sauver des vies. Bonne ou mauvaise idée alors? Bien sûr. Non, mais je veux dire, évidemment, ça ralentit, mais je veux dire, et où est le problème aujourd'hui? Donc pour vous, il faut des portiques? Pour moi, il faut aujourd'hui déjà répondre à la communauté éducative qui a peur, hein, clairement, aux parents qui ont peur aussi d'envoyer leurs enfants à l'école. Donc ça veut dire qu'il faut renforcer les contrôles, ça clairement. Vous savez, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Et là, pour le coup, je parle du clivage gauche-droite. Hein. Avec Valérie Pécresse, quant à la région, je suis sénatrice de la Seine-et-Marne, région Île-de-France, on a voulu mettre de la vidéoprotection aux abords des lycées et voilà, jusque dans les arrêts de bus, etc. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Les libertés individuelles, tout ce que vous voulez. Donc aujourd'hui, oui, il faut évidemment renforcer très concrètement. Et puis après ça, il faut sanctionner. Mais pas sanctionner uniquement quand il y a un drame total d'une violence inouïe comme hier, mais sanctionner dès la première dégradation. Ce sont des travaux d'utilité publique devant les autres, nettoyer ce que l'on a fait, réparer ce que l'on a fait et faire quelque part ce que les familles, la cellule familiale aujourd'hui qui est, je pense, particulièrement mise à l'épreuve, ne sait plus faire. Dans les sanctions, le Parlement a voté il y a quelques semaines un texte sur la justice des mineurs. C'était un texte d'ailleurs de Gabriel Attal, avec notamment des comparutions immédiates, la fin de l'excuse de minorité telle qu'elle existe aujourd'hui, la responsabilisation des parents, un couvre-feu dès la sortie du collège. Est-ce que ces mesures sont suffisantes ou est-ce qu'aujourd'hui vous dites qu'il va en falloir d'autres? Je pense qu'aujourd'hui, il va falloir véritablement des peines de prison. Il ne faut pas non plus attendre des années. Vous vous rendez compte qu'entre 14 ans et même 16 ans, l'évolution d'un adolescent, c'est quelque chose de phénoménal par rapport au monde adulte. Donc il faut que ce soit immédiat. Aujourd'hui, il faut que ce soit immédiat. La présence adulte vis-à-vis de ses enfants et les réponses adultes vis-à-vis de ses enfants, elles doivent s'appliquer très rapidement. Vous dites on ne peut plus se référer à l'ordonnance de 45, les mineurs de 45, ce n'est pas les mineurs de 2025? Non, parce qu'on voit très bien qu'il y a une instrumentalisation du jeune âge par des adultes, que ce soit dans les trafics de drogue et tout ce que l'on constate. Et aujourd'hui, les réseaux sont les mêmes réseaux pour tout le monde. Et donc, ils ont accès à ces informations-là. Ils ont accès à ce mode opératoire. Ils sont dans le virtuel. C'est la jeunesse du virtuel qui est complètement dépossédée de la réalité, de l'importance, du coût de la vie, de ce que cela représente. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on ait des réponses de bon sens. Des réponses de bon sens, c'est seulement ça. Est-ce que les Républicains, votre groupe, ici au Sénat, va faire de nouvelles propositions? Est-ce qu'il y aura une proposition de loi avec différentes mesures? Alors, moi, ce que j'attends surtout, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités quelque part. Bien entendu, on pourra faire des propositions de loi. Mais si, dans le même temps, elles ne sont pas reprises à l'Assemblée par manque de volonté du gouvernement, où avons-nous avancé depuis quelques années là? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un vrai projet de loi sur la justice des mineurs et que celui-là soit effectif tout de suite. Donc, au-delà du texte de Gabriel Attal? Au-delà du texte de Gabriel Attal, à mon sens, oui. On l'a vu dans le journal hier soir, Emmanuel Macron a également beaucoup parlé d'écologie et des océans. Il a été depuis Nice et il a redit qu'il n'a pas de leçon à recevoir sur l'écologie. C'est le cas ? Écoutez, moi, ce que je pense, c'est que déjà, quel président parlait hier? Moi, je suis personnellement ravie de l'entendre parler des glyphosates et de la détresse du monde agricole. Il n'était plus que temps. La France, pendant tout un temps, a voulu laver plus blanc que blanc et donner des leçons à la terre entière. Total a mis en péril des filières agricoles, comme par exemple la filière betteravière et le monde agricole en règle générale. Bien sûr, on n'a pas de leçons à recevoir de personne, mais on n'a pas non plus à en donner. Et ce qu'il faut, c'est prendre des décisions avec des études d'impact. Aujourd'hui, c'est ce que nous reprochons. Aucune des décisions qui ont été prises n'ont eu d'études d'impact. Alors, la France fait les choses de façon, je pense, avec son agriculture particulièrement raisonnable depuis un certain temps. Pour ce qui est des océans, nous sommes quand même un pays au monde
qui a 5500 frontières côtières dans l'Hexagone et 20 000 kilomètres avec les territoires et départements d'outre-mer, vous vous rendez compte? Ça veut dire que vous attendez quelque chose de ce sommet de Nice? On attend quelque chose de ce sommet de Nice. Mais je veux dire, ce n'est pas uniquement les plastiques dans les océans, ce n'est pas uniquement les pétroliers, c'est aussi la faune. Et là, je voudrais faire une incise à ce propos et à ce qui se passe en ce moment. La France fait partie d'un programme européen de recherche sur les cétacés. Et vous savez que j'ai été rapporteur de la loi maltraitance animale en 2021 qui a voulu fermer les parcs zoologiques accueillant des mammifères marins. Aujourd'hui, le dernier parc a existé, et je ne parle pas du drame de Marineland d'Antibes, le dernier parc, c'est celui de Planète Sauvage à Nantes. Il y a une vingtaine de dauphins actuellement en France. Et on voudrait, à force d'avoir traîné, joué la montre, le ministère de la Transition écologique voudrait faire en sorte que la France ne puisse plus garder ces mammifères marins et participer au programme de recherche européen qui me paraît évident pour la conservation des espèces. Tout ça doit être abordé dans le cadre de cette UNOC. Mais quand même, alors on revient au glyphosate, mais quand les LR votent et présentent la loi du plomb, puisque c'est un sénateur issu de votre groupe qui réintroduit partiellement des néonicotinoïdes, quand le LR vote la suppression des ZFE, le détricotage du ZAN, zéro artificialisation nette, je vais y arriver, est-ce que vous ne dites pas, les LR ont fait quand même des reculs écologiques? Non, ce ne sont pas des reculs écologiques. Nous prenons, de toute façon, nous avons une ligne conductrice, c'est pas d'interdiction sans solution. Voilà, on interdit, c'est dogmatique. On voit les conséquences que cela peut avoir et on essaie de trouver des solutions, c'est notre politique. Aujourd'hui, interdire de toute façon, c'est mettre des filières entières en difficulté. Dites-vous bien une chose, c'est que le sucre que vous mettez dans votre café aujourd'hui, de toute façon, il viendra d'ailleurs. Et il viendra de pays où tout cela est autorisé. Donc, avoir une agriculture vertueuse, nous discutons avec les agriculteurs qui nous entourent. Mon département est à moitié rural, même 2/3 rural. Je peux vous dire que personne n'a grand plaisir à utiliser de l'acétonipride, vous parliez tout à l'heure des néonicotinoïdes, du glyphosate. Personne n'a plaisir à le faire. Mais d'un autre côté, c'est indispensable. Donc, interdire peut-être, mais avec des solutions. Voilà, surtout. On va parler de l'actualité du Sénat, elle vous concerne, puisqu'aujourd'hui c'est votre texte qui va être examiné. Comment mieux prévenir les inondations? C'est l'objet notamment de ce texte et comment répondre à l'inquiétude des élus locaux. On va voir ce qu'il contient tout de suite avec Steve Jourdain. Bonjour Rianne, bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour. Et Steve, on va donc parler de cette proposition de loi discutée aujourd'hui en réaction à la multiplication des catastrophes dues aux inondations. Oui, regardez ces images, Rianne, de l'automne dernier. On est en Seine-et-Marne, votre département, Madame la Sénatrice. La tempête Kirk balaye la France. Des pluies diluviennes s'abattent sur des dizaines de communes et provoquent d'importants dégâts. Certaines villes comme Coulommiers ou Crécy-la-Chapelle sont littéralement noyées sous des centimètres d'eau. L'état de catastrophe naturelle avait été reconnu par l'État, mais ça n'avait pas soulagé les habitants, notamment ceux de la ville de Pommeuse. Ils en ont clairement marre. Écoutez-les. Là, dans la rue, là, c'est déjà arrivé. Des gens qui sont partis après 2016. La première grosse inondation, ils sont partis après 2016. Ils en ont eu marre. Et les gens qui ont racheté, ils ont eu droit aussi. Là, on est un peu désabusé parce que ça fait 4 fois. 4 fois cette année. Donc, on commence à saturer. Mais bon, après, qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la nature, c'est comme ça. On sait qu'on est en zone inondable, mais bon, 4 fois dans la même année, ça fait beaucoup quand même. Sentiment d'impuissance de ses habitants, un sentiment renforcé par cette donnée. Oriane, les inondations constituent le principal aléa naturel en France. Elles expliquent à elles seules la moitié des sinistres liés aux catastrophes naturelles depuis 1982. Et qu'est-ce que peuvent faire les pouvoirs publics? C'est tout l'objet de votre proposition de loi qui sera discutée aujourd'hui. C'est un peu technique. L'idée, c'est de simplifier la gestion des cours d'eau. Ce genre de phénomène risque en effet de devenir de plus en plus courant à cause du changement climatique. Il faut donc
anticiper. Vous proposez, Madame la sénatrice, de renforcer les outils de coopération à l'échelle locale. Plusieurs objectifs sont fixés par le texte, notamment renforcer la capacité d'action des collectivités, harmoniser la gestion des risques hydrologiques ou encore assurer une meilleure justice budgétaire à l'échelle locale. Oriane. Concrètement, qu'est-ce que ce texte va changer ? Il s'agit d'assouplir un dispositif qui date de 2018, date à laquelle ce qu'on appelle la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations a été confiée aux intercommunalités, je vais y arriver. Pour résumer, gérer un cours d'eau, Oriane, c'est par exemple s'occuper de leur entretien ou de leur aménagement pour éviter les inondations. Mais après plusieurs auditions d'élus locaux, vous avez pu mesurer les limites de ce dispositif. Vous proposez donc notamment de confier cette compétence au département. On passerait donc à l'échelon local supérieur, considéré comme mieux armé, par exemple en matière de logistique. Très concrètement, Madame la sénatrice, en quoi ça va permettre de mieux anticiper les risques d'inondation ? Alors tout à l'heure, je vous parlais d'études d'impact. En fait, il y a eu des lois, notamment NOTRe et MAPTAM, qui ont mis en place cette gestion des eaux, des milieux aquatiques, prévention des inondations, en la confiant aux EPCI. Mais après tout... Aux intercommunalités. Voilà, aux établissements publics de coopération intercommunale. Donc, en fait, c'est très bien, mais une fois de plus, les impacts dans tout ça, vous savez, l'eau, de toute façon, elle ne s'arrête pas à des limites administratives. Et aujourd'hui, même les départements, ce ne serait peut-être pas suffisant. En bref, l'eau, elle arrive de plusieurs départements, de plusieurs régions pour confluer à un moment donné sur un fleuve ou une rivière. Bon. Donc, le fait d'être très exhaustif et de circonscrire la gestion de ces inondations uniquement aux intercommunalités ou aux syndicats d'intercommunalité n'est probablement pas suffisant. On a voulu, en fait, dans ce texte, apporter une liberté au territoire. Liberté parce qu'aujourd'hui, ils sont contraints en déléguant la compétence au département, bien entendu à la condition que toutes les communes soient d'accord, hein, bien sûr. Vous ne les forcez pas, il n'y a pas d'obligation. Mais bien entendu, il n'y a pas d'obligation. Vous savez, il faut libérer tous les verrous qui ont été installés depuis justement ces lois dont vous parlez petit à petit et faire en sorte que les territoires puissent s'organiser. C'est franchement un texte de liberté. Après ça, vous avez mis l'accent sur quelque chose qui est très important aussi, c'est la solidarité. Aujourd'hui, ceux qui ont les pieds au sec en permanence ne voient pas où est le problème. Mais ceux qui, pendant 4 épisodes pluvieux absolument épouvantables, ont vu tout leur patrimoine disparaître, mais il y a d'autres départements aussi qui sont touchés en France, hein, ont vu tout leur patrimoine qu'ils ont acheté, gagné à la sueur de leur front, disparaître, des boutiques qui ne rouvriront jamais, vraiment des sinistrés, et puis aussi des équipements communaux, intercommunaux, etc. Ceux-là se disent, mais il faut absolument que les choses bougent. Donc nous avons voulu apporter une réponse et faire en sorte aussi que cette fameuse taxe qui existe, la taxe GEMAPI, elle puisse être perçue à une échelle beaucoup plus importante. Oui, c'est une taxe locale, pour l'instant, qui n'est pas généralisée à toute la France. Exactement. Vous savez, c'est jamais très vendeur d'aller rajouter une taxe supplémentaire et un impôt supplémentaire. Il faudrait la généraliser à toute la France. Il faudrait la généraliser à certains territoires, oui, à mon sens. Parce qu'elle a un plafond qui est à 40 €, mais dans certains cas, il y a 0 € perçu par habitant, et dans d'autres, on est aux alentours de 3 ou de 4 €. Vous imaginez, si on perçoit la taxe à plus grande échelle, les moyens financiers dont on disposera pour faire des équipements nécessaires. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important. On parle bien sûr de la montée des cours d'eau, mais il y a le ruissellement. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'avec l'érosion des sols, il y a des phénomènes de ruissellement qui ont occasionné aussi et qui ont participé largement aux inondations. Et nous avons intégré cela dans la proposition de loi que nous faisons. Alors nous sommes parfaitement conscients que c'est une première pierre à l'édifice. Mais nous sommes Seine-et-Marnais. Mais je pense que c'est la même chose pour d'autres départements qui ont été très très durement touchés. Nous avons voulu apporter une réponse et surtout secouer les choses. Il faut faire avancer les choses, il faut bouger les mécanismes qui sont en place pour être réactifs.
Un dernier mot, Steve ? Oui, donc, le transfert de ces compétences au département. Éventuellement. Valérie Pécresse propose de transférer directement aux régions. Pourquoi c'est une mauvaise idée ? Vous y êtes favorable ? Au Sénat, moi je dis pourquoi pas. Ce que je veux, c'est élargir le champ des possibles. Pourquoi pas ? Parce qu'effectivement, la région va être un ensemble de bassins versants, si vous voulez. La Seine-et-Marne, très clairement, protège Paris aujourd'hui. Elle protège Paris. Le fait que la Seine-et-Marne soit inondée, vous avez remarqué que pendant les Jeux Olympiques et pendant toute l'année dernière, il n'y a pas eu une montée de la Seine qui aurait pu, quelque part, compromettre tout ce qui était engagé. Donc aujourd'hui, oui, pourquoi pas. Puis vous savez, il y a des mesures de bon sens. Si on reprend la loi climat et résilience, c'est une loi qui était, bien entendu, comme toujours, très bien intentionnée, mais sans étude d'impact. Il y a dans nos campagnes des fossés, des mares, il y a des ouvrages qui étaient là pour faire de petits barrages sur les cours d'eau et maintenir un niveau d'eau permanent l'été, l'hiver, etc. Aujourd'hui, cette loi fait en sorte qu'on n'a plus le droit, finalement, d'exercer des mesures et des entretiens de bon sens. Si un maire fait curer ses fossés, curer ses mares et s'oppose quelque part à la destruction d'un ouvrage d'art sur une de ses rivières, eh bien, il est répréhensible. Aujourd'hui, je pense qu'il faut regarder les choses avec beaucoup de bon sens que nos ancêtres avaient et que malheureusement nous avons vu disparaître petit à petit. Et on suivra l'examen de votre texte. Ce sera aujourd'hui au Sénat. Merci Steve, on se retrouve dans une demi-heure. Oui, qu'est-ce que la ruralité ? Une étude vient remettre en cause certains clichés, on en parle tout à l'heure. Exactement, ce sera à suivre dans le Club des territoires. On va aller voir l'actualité dans nos régions. Maintenant, c'est avec nos partenaires de la presse régionale. Et on va à Châteauroux. Bonjour Alban Ratsrivalaka. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes directrice départementale de l'édition de l'Indre pour la Nouvelle République du Centre-Ouest. Alban, avec vous, on va parler culture et vous allez nous parler d'un festival. C'est le festival d'Arc, le plus gros festival de Châteauroux. Oui, je vais vous parler d'un festival qui fête ses 50 ans cette année. C'est en effet une institution à Châteauroux. Alors DARC, c'est l'acronyme de danse, art, rythme, culture. C'est un festival particulier parce qu'il s'appuie sur 2 volets. Un stage international de danse qui rassemble 700 stagiaires venus du monde entier. C'est le plus important stage de danse en France en termes de durée. Il dure 13 jours et de nombre de disciplines, une vingtaine entre le hip-hop, la salsa, la danse classique, la comédie musicale ou les claquettes. L'autre volet, c'est le festival de musique dont la programmation a été dévoilée mardi. C'est donc l'objet de notre dossier du jour. 9 soirées avec des têtes d'affiche comme Eddie de Préto, Étienne de Crécy, Vita et même Sheila. Alors, c'est une palette de styles musicaux très large qui traduit l'esprit qui anime ce festival depuis qu'il est en 1975. On parlait alors d'éducation populaire. En gros, c'est l'accès à la culture pour tous. Alors, le Festival d'Arc, 50 ans après, est toujours sur ces mêmes fondamentaux. Par exemple, une trentaine de stages de danse qui coûtent quand même 600 € sont offerts à des jeunes des quartiers populaires de Châteauroux. Le monde rural n'est pas oublié puisque la programmation musicale s'exporte dans les petits... Ah, Alban, on a un festival. On vous retrouve. On va peut-être, Alban, on a juste des petits problèmes techniques, peut-être aller directement à votre question à Anne Chain-Larcher, parce qu'on a un petit peu du mal à vous entendre, pardon. D'accord. Alors, ma question va être simple, Madame la sénatrice. Dans ces temps de crise, pourquoi, selon vous, c'est souvent la culture qui trinque en cas de restriction budgétaire ? Malheureusement, je suis désolée, Madame, de vous dire que c'est une réalité. Vous savez... comme moi, que les dotations budgétaires aux communes, aux intercommunalités sont de plus en plus faibles parce qu'aujourd'hui, l'ensemble de tout cela est malheureusement très fragilisé par toutes les dépenses qu'il y a. Et l'État est impécunieux, comme on le sait les uns et les autres. Donc la culture, malheureusement, est ce qu'il reste en dernier lieu à financer, puisque c'est véritablement optionnel. Ça ne fait pas partie de ce que les collectivités ont obligation de faire. Et dans certains cas, malheureusement, la culture passe à la trappe. Je suis tout à fait d'accord avec vous qu'il faut absolument protéger cette offre culturelle dans tous les territoires. J'ai été présidente de communauté de communes, j'ai été maire et nous l'avons bien sûr tout le temps soutenu. Mais c'est un coût très important et c'est un coût qui, quelquefois, ne va pas trouver l'approbation des habitants, des élus et qui sera très très difficile à défendre lorsqu'on décide dans son budget d'allouer une somme pour la culture. Pourtant, c'est indispensable.
C'est indispensable. On parlait tout à l'heure de recul écologique. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, en tout cas cette année, de recul culturel ? Je ne pense pas que ce soit particulier à cette année. Je pense que tout le temps, il y a des difficultés qui sont liées quelque part aux compétences croissantes et aux exigences croissantes que l'on a vis-à-vis de nos collectivités. Donc le problème, il est de toujours arriver à faire comprendre que la culture est absolument indispensable dès le plus jeune âge d'ailleurs, jusqu'à une proposition qui est faite bien sûr pour tous les habitants, me paraît être une politique qu'il faut défendre. Merci beaucoup. Merci Alban d'avoir été avec nous. Et ce festival, c'est la une de la Nouvelle République ce matin chez la Vita. Dark réussit le grand écart. C'est à la une de votre journal. Merci Alban d'avoir été avec nous. Et merci beaucoup Anne Charles-Archer d'avoir été notre invitée pendant cette première demi-heure. Et à très vite. On va dans le Club des territoires revenir évidemment sur ce qui s'est passé en Haute-Marne. Et puis parler de cette étude très intéressante sur la France rurale. Les clichés, un sentiment de relégation. On va voir cette étude en détail, mais d'abord, on accueille tout de suite le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, est notre invité.